Bonjour. Mitch McConnell affirme qu'il est impossible d'avoir une procédure d'impeachment juste et sérieuse avant le départ de Trump. Avec une seule session de 7 heures, cette mise en accusation a été la plus rapide de l'histoire des États-Unis. Mitch McConnell, le leader de la majorité au Sénat, rejette tout appel à engager une procédure de destitution en urgence. Dans une déclaration, il affirme qu'il n'y a aucune chance qu'une procédure juste et sérieuse aboutisse d'ici l'investiture du président nouvellement élu le 20 janvier. Il souhaite plutôt se concentrer sur la sécurité autour de l'inauguration et la transition du pouvoir. Les procédures de destitution précédentes ont toutes duré entre 3 et 12 semaines. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a condamné le président Trump pour l'attaque du Capitole le 6 janvier. Nancy Pelosi, qui préside cette Chambre, a qualifié le président Trump de danger réel et évident pour le pays. Et maintenant, c'est avec tristesse et le cœur brisé par ce que cela signifie pour notre pays d'avoir un président qui incite à l'insurrection que je vais signer l'acte de mise en accusation. Tous les démocrates ont voté en faveur de l'impeachment, auquel s'ajoutent 10 républicains. Les autres membres républicains de la Chambre des représentants affirment que la mise en accusation divisera encore plus la nation. Le leader démocrate Chuck Schumer a accusé le président de dérive autoritaire. Il a affirmé que si le président est reconnu coupable, alors ils voteront pour l'empêcher de se représenter. McConnell affirme, lui, que la procédure de destitution sera discutée au Sénat lors de la prochaine session ordinaire, une fois qu'ils auront reçu l'acte de la Chambre des représentants. Le Sénat n'a aucune session jusqu'au 19 janvier, un jour avant l'investiture de Biden. De son côté, Biden a qualifié l'attaque du Capitole de révolte armée contre les États-Unis. Il affirme que l'impeachment du président Trump est un moyen de le tenir pour responsable. Il a appelé la nation à s'unir. Et il est déjà question de mettre en accusation Joe Biden. La députée Marjorie Taylor Greene affirme qu'elle déposera une demande d'impeachment contre Biden le 21 janvier. Elle affirme qu'il est dangereux d'avoir un président prêt à abuser de son pouvoir et facilement influençable par des gouvernements étrangers tels que la Chine communiste et l'Ukraine. Elle ajoute que les Américains ont besoin d'espoir et qu'ils doivent savoir qu'il y a des républicains qui sont prêts à les défendre au Congrès, peu importe les circonstances. De nouvelles informations récemment révélées par le FBI remettent en question l'argument selon lequel le président Trump aurait provoqué l'assaut du Capitole. Un député a abordé ce sujet lors de l'audience de mise en accusation du président. Le jour de la certification des votes électoraux, le 6 janvier, le président Trump a prononcé un discours lors d'un rassemblement devant le Capitole. Le bâtiment a été envahi peu après, entraînant le chaos. Les allégations selon lesquelles le discours du président a directement provoqué cet assaut ont été utilisées pour justifier sa mise en accusation. Mais le FBI affirme que des insurgés ont montré leur intention d'attaquer le Capitole bien avant les remarques du président. Nous avons obtenu des renseignements selon lesquels un certain nombre d'individus prévoyaient de se rendre dans la région de Washington avec l'intention de provoquer des violences. Nous avons immédiatement partagé ces informations et des mesures ont été prises, comme l'arrestation d'Enrique Tarrio la nuit précédant le rassemblement. D'autres personnes ont été identifiées dans d'autres régions du pays, mais leur voyage a ensuite été interrompu. Le FBI doit déterminer la crédibilité et la viabilité de chaque information qu'il reçoit. Lors de l'audience de mise en accusation, le représentant de la Pennsylvanie, Scott Perry, a souligné la découverte du FBI. Comment le président aurait-il pu inciter à une attaque qui était planifiée et déjà en cours avant la fin de son discours? Maintenant, je sais que mes collègues de gauche veulent faire croire à l'Amérique que le président a inspiré une émeute spontanée qu'il se plaise à appeler une insurrection. Mais les faits sont des choses tangibles, même si vous choisissez de les ignorer. Le député a ajouté que les incendies, les pillages et la violence commis l'été dernier étaient plus proches d'une insurrection que toutes les paroles du président Trump. Le président appelle les Américains à contribuer à assurer une transition pacifique. Il leur demande de ne pas s'engager dans des manifestations violentes ou des violations de la loi en cette veille d'investiture. Voici le détail de son message. Le président Trump a publié une déclaration mercredi indiquant, je cite, « Compte tenu des rapports faisant état de nouvelles manifestations, je demande instamment à ce qu'il n'y ait aucune violence, aucune infraction à la loi et aucun vandalisme de quelque nature que ce soit. Ce n'est pas ce que je défends et ce n'est pas ce que l'Amérique défend. Je demande à tous les Américains de contribuer à apaiser les tensions et à calmer les esprits. Merci. » Selon son conseiller, le président souhaite que les grandes entreprises technologiques transmettent au public son message de non-violence, alors que Facebook, Twitter, YouTube et d'autres plateformes ont suspendu ces
compte. D'autres républicains et partisans de Trump ont également appelé à la non-violence après l'intrusion au Capitole. La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a déclaré, je cite, « Quiconque a des intentions malveillantes n'est pas le bienvenu à Washington, D.C. ou dans toute autre capitale d'État. La transition pacifique du pouvoir est l'un des principes fondateurs de notre nation et elle est nécessaire pour que notre pays puisse aller de l'avant. » Et dans un message vidéo récemment publié par la Maison-Blanche, le président Trump a de nouveau condamné la violence au Capitole. Il a déclaré que le mouvement MAGA a toujours défendu l'état de droit, ajoutant « Aucun de mes vrais partisans ne pourrait jamais cautionner la violence politique ». La ville de New York cherche à rompre ses liens avec le président Trump suite aux scènes de chaos qui ont secoué le Capitole. Le maire dit qu'il est en train de rompre les contrats commerciaux entre la ville et l'organisation Trump. Cette patinoire de New York est l'une des rares entreprises et attractions touristiques faisant l'objet de contrats entre Trump et la ville. Mais ces contrats seront bientôt résiliés. Le maire de New York, Bill de Blasio, a en effet annoncé qu'il travaillait activement à la résiliation de 3 de ces contrats. La ville de New York a décidé que nous avions le pouvoir de résilier tous les contrats avec l'organisation Trump. Nous ne ferons donc plus aucune affaire avec eux. Les 3 attractions sont le carrousel de Central Park, le terrain de golf de Ferry Point et ici les patinoires de Woolman et de Lasker. Selon un rapport du Washington Post, ces entités rapportent à la ville 17 millions de dollars par an. Quelques New-Yorkais et quelques touristes que nous avons interrogés estiment que les actions du maire sont justifiées. Je le soutiens. Je ne pense pas que ça va choquer. Vous n'entendrez pas les gens à New York crier que c'est une mauvaise chose. Je pense qu'ils vont juste accepter. Je crois que les réactions dans le reste du pays pourront être très différentes. Il pourra y avoir de la colère contre ça. Mais une femme a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec cette mesure, qualifiant la déclaration du maire de ridicule. Elle dit que le maire ne devrait pas mélanger les affaires et la politique. Elle n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra. La décision du maire de supprimer ces contrats fait partie d'une série d'actions menées de toutes parts pour condamner et humilier le président Trump, alors que Big Tech s'en prend à la voix de Trump pour le réduire au silence, lui et ses partisans. La décision de la ville de New York s'ajoute à la liste de personnes et d'entreprises qui tentent de lui faire porter la responsabilité de la violence qui a envahi le Capitole. Le président des États-Unis a dirigé une révolte contre le Capitole des États-Unis, contre le Congrès, alors qu'il s'engageait dans un décompte constitutionnel des votes du collège électoral. Pourtant, dans son discours, Trump avait demandé aux manifestants de rester pacifiques. Ce qui semble curieux, c'est que le maire Bill de Blasio a dans le même temps investi 6 000 $ dans une peinture de Black Lives Matter. Bien que ce mouvement comporte un grand nombre de manifestants pacifiques, certaines de leurs manifestations ont été très violentes et ont fait des victimes. Malgré les critiques croissantes sur le pouvoir de Big Tech, l'équipe de transition de Biden s'entoure d'anciens et actuels dirigeants des géants du numérique. Un grand spécialiste du domaine nous explique à quoi pourrait ressembler la technologie sous l'administration Biden. Des dizaines de cadres issus du monde de la technologie occupent des postes dans l'administration de Biden. Alum Bokhari, expert en technologie chez Breitbart News, nous en dit quelques mots. Je pense que nous allons assister à une véritable fusion du pouvoir de l'État et du pouvoir des entreprises technologiques sous l'administration Biden. Selon lui, ces plateformes autorisent les discours violents de gauche, mais s'ils viennent de droite, il les écrase et les dénonce. Il décrit cela comme, je cite, « de la censure pour toi, mais pas pour moi ». Il n'y a donc vraiment pas de règles universelles ici. Ces plateformes sont devenues des armes politiques partisanes. Elles sont devenues une partie du grand appareil de l'establishment démocrate, comme le sont devenus la plupart des médias traditionnels. C'est comme ça que je l'analyse. Certains ont décrit l'administration Obama comme ayant eu une porte tournante dirigée vers la Silicon Valley et en particulier vers Google, et un grand nombre de personnes choisies par Biden sont des membres de l'ère Obama. Selon le magazine d'investigation Intercept, en 2016, il y a eu 55 cas d'employés de Google ayant déménagé pour travailler pour le gouvernement fédéral et inversement, 197 employés du gouvernement ont déménagé pour travailler chez Google. Je pense que nous verrons cela davantage sous Biden, parce qu'il cherchera à développer ses liens avec la Silicon Valley. Je pense qu'il connaît bien la Silicon Valley et les entreprises technologiques l'ont aidé en quelque sorte. Ils ont supprimé les histoires qui lui étaient préjudiciables avant l'élection. Ils ont maintenant banni le président Trump, qui est son plus grand adversaire.
Biden a fait appel à Jessica Hertz pour être l'avocate générale de son équipe de transition. Elle a travaillé comme avocate pour Facebook et a fait partie de l'administration Obama-Biden. Emily Horn a été sélectionnée pour l'équipe du Conseil national de sécurité en tant que porte-parole et directrice principale pour la presse. Elle est l'ancienne responsable de la communication de la politique mondiale sur Twitter. D'autres anciens et actuels employés de Twitter, Amazon, Facebook, Google et d'autres grands groupes technologiques feront partie de l'administration de Biden. Bokhari a déclaré que suite à la censure du président Trump, l'Europe pourrait réglementer plus sévèrement les entreprises technologiques américaines. Il n'est pas certain que les géants du numérique puissent survivre à long terme. Selon Bokhari, on assistera peut-être à une demande croissante de plateformes alternatives et de distributeurs de services. Selon un nouveau rapport, la confiance dans les médias est au plus bas. Un spécialiste en études des médias affirme que cette tendance est plutôt une bonne chose. Depuis 2020, les médias traditionnels et autres réseaux sociaux continuent de perdre la confiance du public. C'est ce qu'indique un nouveau rapport, le baromètre annuel de la confiance d'Edelman, pour lequel plus de 33 000 personnes ont été interrogées. Les médias sociaux, par exemple, sont tombés à 35, soit une perte de 5 points, et les médias traditionnels comme la radio ont perdu 8 points, passant à 53. Paul Levinson, professeur en études des médias à l'université de Fordham, explique que cette baisse est due à deux facteurs. D'une part, l'information a laissé place à l'opinion dans les médias, et d'autre part, les gens aiment entendre ce qui va dans le sens de ce qu'ils pensent. Ils vont dire qu'ils veulent la vérité, qu'ils veulent des faits. Mais en faisant des recherches, on veut trouver des résultats qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. On ne veut pas voir des choses qui contredisent ce qu'on pense. Le public et en particulier les conservateurs ont beaucoup critiqué les médias pour leurs reportages biaisés pendant l'élection. Par exemple, un certain nombre d'anciens médias ont qualifié les allégations de fraude électorale de non fondées ou de théories de conspiration. Ceci après que des témoins de fraude potentielle aient témoigné sous serment, présenté des preuves vidéo d'erreurs potentielles et trouvé des anomalies statistiques douteuses dans les données électorales. Dans le rapport d'Edelman, environ 61% des personnes interrogées ont déclaré que les médias n'étaient pas très objectifs et qu'ils prenaient parti. Cependant, le professeur Levinson dit qu'il pense qu'une attitude sceptique est une bonne attitude. Je pense qu'il est bon que nous ayons une attitude saine et sceptique envers les médias. Je ne considère pas cela comme une crise nationale. Nous ne devrions pas croire tout ce que nous entendons et voyons dans les médias. Selon le rapport, seule une personne sur 4 a une bonne santé intellectuelle, ce qui signifie qu'elles sont attentives aux nouvelles, évitent les caisses de résonance, ne partagent pas les nouvelles non vérifiées et vérifient les informations. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.